Bonsoir, bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir très chers compatriotes d'ici et d'ailleurs. Bienvenue une fois de plus à ce programme Les Sillons de la Renaissance, donc programme dominical, comme vous le savez, programme qui se veut didactique pour tous les Camerounais, pour éclairer la lanterne de tous nos compatriotes d'ici et d'ailleurs, comme je disais. Un bonsoir particulier à toute la famille MRC d'Europe et un bonsoir encore plus particulier à toutes les personnes, tous les compatriotes, de tous les bords politiques confondus qui aujourd'hui sont privés de liberté injustement dans notre pays. Voilà, donc le sujet dont on va parler aujourd'hui s'intitule le système électoral du Cameroun ou système électoral camerounais, décryptage. Donc, vous l'avez compris, on va essayer aujourd'hui, 2 semaines après avoir déjà traité de ce sujet de façon générale, aujourd'hui, nous allons traiter ce sujet sous un prisme d'analyse plus précis et peut-être plus technique. Donc, on a, justement pour le faire, on a invité sur cet échange d'aujourd'hui 3 intervenants et pas des moindres. Donc, le premier, c'est Maître Jacques Mégam. Est-ce qu'on peut l'avoir? Je suis là. Bonsoir Olivier. Bonsoir Jacques. Comment allez-vous? Écoutez, ça va très bien. Je vous remercie de votre invitation. C'est avec un grand plaisir que j'ai eu l'honneur et que je participerai à cette émission. Très bien, merci beaucoup. Merci d'être avec nous. C'est vraiment un honneur aussi pour nous également. Le deuxième panéliste, ce sera Narcisse Quinjeux, qui est donc secrétaire départemental France, MRC, en charge des affaires électorales. Bonsoir Narcisse. Bonsoir Olivier et bonsoir à mon copanéliste Maître Jacques Mégam, que j'apprécie beaucoup. Et bonsoir à tous les auditeurs de Sillons de la Renaissance. J'espère que ce soir, nous serons à la hauteur des enjeux qui nous attendent et que nous allons, une fois de plus, essayer d'édifier au maximum le peuple camerounais sur les enjeux de ce système électoral au Cameroun. Voilà. Très bien. Alors, le docteur Louison Essomba est-il avec nous? Normalement, il est censé être connecté, mais ça tarde. Bon, si on peut pas l'avoir tout de suite, c'est pas grave, on va l'avoir dans quelques minutes. Bon, bref, vous l'aurez compris, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir plus qu'un technicien de la question, docteur Louison Essomba, qui a l'habitude de participer assez souvent au plateau d'Equinox et qui vient toujours avec des analyses relativement pointues, même très pointues, sur les sujets du moment et sur les sujets qui importent véritablement l'avenir du Cameroun. Donc, avant de démarrer effectivement l'échange, je voudrais qu'on suive ensemble ce petit extrait. Si la technique veut bien nous envoyer le petit extrait, la petite vidéo, pour planter définitivement le décor. Bonjour, je suis Jean-Bruno Tagne. Je voudrais vous parler de mon livre, le tout dernier, il vient de paraître, intitulé « Accordé avec fraude » de Aïdjo Abia, comment sortir du cycle des élections contestées. J'ai eu l'idée de ce livre et en ai commencé la rédaction il y a quelques années, mais je ne puis aller jusqu'au bout de mon initiative. Je l'ai repris à la faveur de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, dont les résultats ont été fortement contestés par 2 candidats importants, le professeur Maurice Kamto du MRC et Cabral Libi, le candidat du Parti Univers. J'ai reçu mission de tirer le penalty historique. Je l'ai tiré.
Le but a été marqué. Que cela soit bien compris de tous. Le président proclamé élu n'a pas été élu par le peuple camerounais. Il a été élu par l'administration et les CAM et le Conseil constitutionnel. À travers cet ouvrage de 289 pages paru aux éditions du Chabel, je montre que depuis la période pré-indépendance jusqu'à nos jours, les élections ont toujours été de simples instruments de légitimation des pouvoirs successifs d'Ahidjo et de Biya, mais jamais de véritable compétition démocratique saine de dévolution du pouvoir. Alors, au-delà de l'ingénierie, de la fraude qui s'améliore au fil des élections et que je décris dans cet ouvrage, je fais des propositions concrètes en vue d'améliorer le code électoral et le processus électoral pour sauver ce pays du chaos des conflits post-électoraux. Accordé avec fraude de Ahidjo à Biya, comment sortir du cycle des élections contestées. Le livre est désormais entre vos mains. Je vous en souhaite bonne lecture. Je suis ouvert au débat, le seul qui vaille, celui sur la dévolution du pouvoir au Cameroun dans la paix. Je vous remercie. Voilà. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette entame en images qui nous a permis de planter définitivement le décor avec ce travail de notre compatriote Jean-Bruno Tanier qui a écrit un bouquin, a commis tout un ouvrage pour démontrer effectivement que au Cameroun, depuis la période post-indépendance, enfin, pré-indépendance d'ailleurs, j'allais dire, que finalement les élections ne sont que des outils de légitimation du pouvoir d'une personne qui a déjà été cooptée, non pas un exercice démocratique véritable. Donc aujourd'hui, on va donc entamer notre échange en essayant de nous appuyer sur 4 points. Ils sont nombreux les points qu'on peut questionner, hein. Il faudrait prendre vraiment plusieurs émissions, voire plusieurs jours pour pouvoir le faire. Mais aujourd'hui, nous avons choisi 4 thèmes. Alors, le tout premier, je vais commencer par vous, Maître Megam. En termes d'entrave administrative, c'est-à-dire tout ce qui peut être fait par l'administration, qu'on peut considérer comme des entraves administratives, notamment par rapport à la taille du fichier électoral qui est statique depuis bon nombre d'années. Comment est-ce que on peut, si on doit aussi prendre en compte l'abandon politique de la chose politique par les populations et les manipulations administratives en tant que telles, comme je le disais, quel est le vrai du faux dans tout ça? Est-ce que finalement, c'est plus les entraves administratives qui contraignent ce fichier électoral qui ne grandit pas? Ou alors, selon vous, c'est peut-être un peu plus l'abandon de la chose politique par les populations, ou les deux peut-être? Alors, je vous remercie de me permettre de m'exprimer sur ce sujet. Alors, avant de répondre directement à votre question, il convient, n'est-ce pas, de vous indiquer que pour préparer cette émission, j'ai dû consulter un certain nombre de documents et il serait transparent de vous indiquer oui, quels sont les auteurs et quels sont les titres pour permettre à vos auditeurs de pouvoir les consulter plus tard pour avoir leur avis sur ce qu'est notre système électoral en général et les problématiques que vous posez en particulier. Le premier ouvrage que j'ai consulté, effectivement, je n'en parlerai pas beaucoup, c'est le document de monsieur Jean-Bruno Tanier. Vous avez longuement évoqué ça en exorde de cette émission. L'autre ouvrage que j'ai consulté, c'est une excellente thèse qui a été publiée à l'université de Poitiers par une de nos compatriotes qui s'appelle Diane Mandeng
et qui avait trait au contentieux des élections au Cameroun. Ceux qui vont avoir la chance de consulter cette thèse de doctorat, qui a été dirigée par 2 professeurs émérites de nos universités du Cameroun, ils seront aiguillés là-dessus. Et enfin, j'ai consulté également le mémoire de monsieur Hugo Moudjiki, qui aurait pu être également à cette émission, et qui avait traité de la question de la gestion des élections au Cameroun. Après avoir dit ça, il y a une deuxième chose qu'il faut indiquer très clairement, c'est que Souleymane Diallo, qui est une actrice de la société civile africaine, avait indiqué qu'en Afrique, un certain nombre de dirigeants organisent les élections lorsqu'ils ont la certitude de les gagner. Je reprends. Dans certains pays africains, les dirigeants n'organisent les élections que lorsqu'ils ont la certitude de les gagner. Pourquoi je dis ça? Parce que vous observerez que depuis que les élections prétendument démocratiques sont organisées au Cameroun, aussi bien dans la phase préélectorale que lors des opérations de vote, ainsi qu'à la phase post-électorale, il n'y a pas de transparence. Et s'il n'y a pas de transparence, c'est pour une raison simple. C'est que le pouvoir central au Cameroun a seul la maîtrise du processus électoral. La deuxième chose que je voulais évoquer concernant le système électoral au Cameroun et notamment concernant les entraves que vous avez évoquées, c'est que j'ai pu identifier 3 entraves majeures au moment du processus électoral. Il s'agit d'abord du refus d'inscription des électeurs, parce que ce sujet-là, il convient de le mettre sur la table. Ça veut dire que les personnes qui remplissent les conditions pour pouvoir être inscrites et qui ont le droit de participer aux élections se voient refuser d'être inscrites et donc ne peuvent pas avoir de carte électorale pour pouvoir voter. La deuxième chose, c'est la question des inscriptions parallèles. Vous savez qu'au moment des élections, il y a tout un processus législatif qui permet, n'est-ce pas, de les organiser. Lorsque on décide de clore les inscriptions sur les listes électorales, il est impossible, y compris pour l'organe en charge des élections, d'admettre de nouvelles inscriptions. Or, dans le cas du Cameroun, qu'est-ce qu'on constate? On constate effectivement qu'il y a des inscriptions parallèles. Ces inscriptions parallèles sont de 2 natures. La première nature d'inscription parallèle, c'est quoi? C'est effectivement des personnes qui, étant déjà inscrites, vont se réinscrire au niveau d'autres bureaux de vote pour pouvoir voter plusieurs fois. Cela se fait au Cameroun et cela a été démontré lors des contentieux électoraux. L'autre problématique concernant les inscriptions parallèles, c'est la question du renouvellement du fichier avec notamment la question de ceux qui sont décédés qui votent. Vous observerez que cela a été évoqué aussi par les candidats qui avaient participé à la dernière élection présidentielle au Cameroun, à savoir qu'effectivement, le fichier n'avait pas été renouvelé de telle sorte que des personnes qui étaient décédées avaient pu voter. Donc, la question de l'entrave précisément que vous posez au niveau administratif au Cameroun concerne, et vous l'avez évoqué, la question du fichier électoral. Et à ce sujet, il faut indiquer clairement que l'Organisation internationale de la francophonie, dans un rapport en 2010, avait dit que sans un fichier électoral fiable, il était impossible d'organiser des élections crédibles. Or, au Cameroun, qu'est-ce qu'on constate? Pour répondre à votre question, on constate qu'en réalité, l'organe en charge de l'organisation de la compétition électorale s'appelle ELECAM, c'est Election Cameroun. Cet organe a une composition qui ne caractérise pas une forme d'ouverture démocratique. Je veux dire par là que ELECAM a une composition qui est issue d'une décision autorité de l'administration. Mais si vous permettez... Un exemple très simple, le directeur général d'ELECAM,
il est désigné dans un processus qui est parfaitement arbitraire. Or, c'est lui qui a dans la plupart du temps, à la main sur la réalité du fichier électoral. Et la question qui se pose est de savoir, ce fichier-là, qui n'est pas renouvelé et mis à jour, en quoi est-ce qu'il permet au public ou à ceux qui vont voter d'être certains de la transparence de l'élection? Ça, c'est une question qu'on peut se poser et à laquelle, à ce jour, on n'a pas de réponse. Très bien. Merci pour cette première prise de parole. J'allais dire que le deuxième sous-thème du grand thème du soir, c'est effectivement la composition des LECAM et celle du Conseil constitutionnel qui, évidemment, comme on le sait, sont des compositions qui, à première vue, ne donnent pas des garanties d'impartialité. C'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, c'est tout le contraire. On en reparlera sur le deuxième sous-thème. Je vais prendre alors l'avis de Narcisse. Mais Narcisse, si vous permettez, ou alors si tu permets, comme tu voudras, je vais peut-être orienter cette première question spécifiquement pour toi en disant que quand on prend par exemple les dernières élections législatives, ou disons les élections locales et législatives qu'il y a eu début 2020, c'est-à-dire au mois de février, il y a un certain nombre de dénonciations qui ont commencé à émerger. Des dénonciations de maires, d'officiers d'état civil, d'adjoints au maire qui désertaient les mairies pour pouvoir délivrer les pièces administratives pour constituer des dossiers de candidature. Alors, il y a eu une dénonciation, puis deux, puis trois, et puis finalement, ça a été admis de notoriété publique que, effectivement, d'ailleurs, c'est passé à la télévision, à la radio, on en a parlé sur toutes les chaînes de plateau de télévision. Alors, précisément sur cette entrave-là, quel est ton point de vue sur cette question? Bien, merci Olivier. Sur cette question, il faut déjà pouvoir dire une chose aussi clairement possible. C'est que à partir du moment où l'administration centrale est fortement inféodée au système, au parti dominant, entre guillemets, au Cameroun, au parti au pouvoir, pour dire ainsi, à partir du moment où le système administratif est inféodé à ce parti-là, on ne peut s'attendre à autre chose qu'à de telles entraves. On a très bien vu qu'en dehors de toutes les stratégies préélectorales qui sont mises en œuvre pour empêcher que les élections se déroulent de façon claire et transparente, il y a également une volonté de mettre en difficulté les candidats des partis d'opposition. Cette volonté-là commence dès la constitution des listes, administratives. Quand on vous demande, par exemple, il y a des pièces qu'il faut fournir, notamment l'avis d'imposition ou de non-imposition, et il y a des documents qu'il faut signer dans des sous-préfectures, dans des mairies, et on a très bien vu, hein, je n'apprends cela à personne, tous les Camerounais sont bien au courant, ils ont pu voir ça de leurs propres yeux, qu'on a vu que des sous-préfectures fermaient porte pendant plus de 2 semaines, c'est-à-dire le temps, bien évidemment, de la constitution de ces listes-là. C'est pour ça que nous pensons que le système doit être revu de telle sorte qu'on donne la possibilité, au moins lors des élections locales, on donne 30 jours minimum, c'est-à-dire dès l'ouverture des listes électorales, qu'on donne 30 jours aux candidats de constituer la liste. C'est-à-dire ces 30 jours-là, ça permet quoi? Ça permet dans un temps, et dans ces 30 jours, je pense que je dois un peu aller quand même plus loin, et qu'on intime même, que l'administration prenne ses responsabilités d'intimer à ses fonctionnaires de laisser ouvertes les bureaux, enfin les préfectures et les mairies, pour que justement tout candidat puisse en toute équité constituer ses listes sans entrave. Comment y parvenir? Ça, c'est la véritable question. Parce que on peut très bien identifier les mots, mais si derrière, il n'y a pas une volonté de résoudre ces problèmes-là, on n'y arrivera jamais. Comment donc y parvenir?
il faudrait par un moment, et peut-être ça va, là on va peut-être intervenir dans le deuxième volet dans le deuxième volet de ta question, c'est parce que les solutions qu'il faut apporter, parce que là nous sommes dans la phase d'identification, on est dans la phase d'identification des entraves à la caution des listes. Maître Megam a déjà suffisamment identifié certaines entraves, ça, ce qui concerne les électeurs. Toi également, dans ton entame, tu as déjà bien identifié les entraves en ce qui concerne les candidats. Donc, après, il va falloir qu'on apporte des pistes de solutions. Et pour nous, je crois que nous avons une pléthore de solutions à apporter. Si tant est que le régime, enfin, le système veut bien qu'enfin au Cameroun, nous puissions organiser des élections véritablement libres et transparentes. Et cela se fera dans une négociation consensuelle. Il ne faudrait pas que ce soit encore le système qui, dans son coin, définit les règles qui lui conviennent à lui et qui ne conviennent pas aux autres. Il faudrait, à ce moment, parce que l'administration, c'est important aussi de souligner cela, l'administration aujourd'hui, c'est des fonctionnaires, moi j'ai toujours envie de me mettre parfois à leur place et d'essayer de leur comprendre. Mais si nous ne mettons pas en place les mécanismes qui leur contraignent à faire leur travail de façon impartiale, on ne peut s'attendre qu'aux résultats qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est des solutions que nous voulons apporter à ces différentes entraves-là. Moi, j'attends vivement la deuxième partie pour apporter les solutions que nous avons déjà préparées et que nous avons proposées depuis 2013 déjà. Elles sont encore d'actualité aujourd'hui, malheureusement. Donc, Alors, très bien. Alors, oui, je comprends bien. On aura ici une fenêtre dans le cadre de cette émission pour justement proposer des solutions comme on l'a déjà fait ici et ailleurs. Mais j'allais dire que la solution principale à ce problème, elle n'est pas vraiment technique, elle est avant tout politique. Parce que, évidemment, que s'il y avait une concertation, on arriverait facilement à trouver le moyen d'améliorer ce système électoral, évidemment. Mais la vraie question, c'est de comment contraindre le régime, justement, à s'asseoir à la table de négociation et de concertation. Mais ça, c'est une question éminemment politique. En réalité, c'est pas vraiment le thème du jour. Restons sur vraiment le décryptage, entre guillemets, technique de ce qui ne marche pas dans le système électoral. Je ne résiste pas à la tentation de faire une petite anecdote à nos auditeurs aujourd'hui. Très rapidement, vraiment en 5 secondes. Il y a quelque temps, j'ai eu un collègue sénégalais, franco-sénégalais. Je ne donnerai pas son nom, évidemment. Donc, naturalisé français, mais sénégalais. Dans des conversations de tous les jours, les Africains, problématiques, démocratie, etc., il en vient à me montrer sa carte d'identité sénégalaise. Et, tenez-vous bien, la carte d'identité au recto, c'est la carte d'identité nationale, et le verso, c'est la carte d'électeur. C'est-à-dire que avec une seule carte, ils ont fusionné la carte d'identité et la carte d'électeur. Quand j'ai vu ça, j'ai pensé à notre pays, on parle du Sénégal, je me suis dit, nous sommes encore à des années-lumière du progrès et d'une démocratie véritable. Ça, c'était juste une petite parenthèse que je voulais, que je tenais à donner. Allons-y maintenant sur le deuxième volet de notre sujet aujourd'hui. Bon, la fameuse composition des LECAM et du Conseil constitutionnel. Monsieur Megam, qu'est-ce qu'on peut dire que les gens, enfin, qui n'ait pas déjà été dit sur les doutes fondés de l'impartialité vu la composition de ces deux organes? Alors effectivement, la composition de ces deux organes pose problème. Mais avant d'évoquer ces deux organes, j'aimerais quand même dire qu'il y a des solutions pratiques pour résoudre la question de l'entrave administrative
relativement à la question du fichier électoral. Il suffit, n'est-ce pas, d'organiser une forme de refonte du fichier électoral. Lorsque j'ai regardé les systèmes internationaux, par exemple, au niveau de l'INSEE, j'ai remarqué qu'en France, l'INSEE a en charge la centralisation du fichier, de telle sorte qu'aucune fraude n'est possible parce que c'est informatisé et il est impossible à ce niveau-là, n'est-ce pas, qu'un électeur puisse, par exemple, voter 2 fois. Oui. On pourrait aussi considérer que une autre solution consisterait, comme au Bénin, au Ghana, voire même au Sénégal que vous avez évoqué, ou encore au Burkina Faso, à garantir l'indépendance de l'organe qui organise l'élection. Pourquoi je dis ça? Parce que le Burkina a organisé son élection présidentielle et ses élections législatives le 22 novembre 2020, et un rapport de la francophonie est venu valider le processus électoral en disant, je cite le rapport, nous constatons une fixation consensuelle des règles organisant l'élection, une campagne électorale paisible malgré les désaccords sur les modalités de centralisation des résultats et les difficultés relativement aux listes définitives des bureaux. Or, on voit bien que les résultats qui sont sortis des urnes, même si on pourrait considérer qu'ils n'étaient pas fiables à 100%, le fait que le processus ait été organisé en associant non seulement la société civile, mais l'ensemble des partis politiques, non seulement ceux représentés à l'Assemblée nationale, mais également ceux qui n'y étaient pas représentés, cette intégration-là a permis d'avoir comme une forme de dynamique, de paisibilité dans le cadre d'organisation d'élections consensuelles et paisibles. Et vous le voyez à la suite des élections, il n'y a pas eu un contentieux extrêmement puissant. Et aujourd'hui, ce pays est en paix de telle sorte que les choses se passent plutôt bien. Pour revenir sur la composition de ELECAM et du Conseil constitutionnel, il convient d'abord d'expliquer ce que c'est que ces organes. Premièrement, ELECAM. ELECAM, c'est quoi? C'est un organisme administratif qui a été créé par le pouvoir en place pour pouvoir organiser et gérer les différentes échéances électorales, notamment l'élection présidentielle, l'élection législative et, n'est-ce pas, d'autres types d'élections locales. Alors, concernant ELECAM, par exemple, ELECAM a un directeur général qui est nommé par le pouvoir exécutif. Par la suite, au moment de réfléchir sur les solutions à apporter pour améliorer, n'est-ce pas, cette institution, on a considéré qu'il fallait créer des démembrements d'ELECAM. Vous savez, selon le sacro-saint principe du jacobinisme qui a inspiré des politiques françaises, ELECAM est une institution qui était domiciliée à Yaoundé, son siège à Yaoundé, et tout se faisait à Yaoundé. Et ils ont constaté qu'il y avait une difficulté. Ils ont donc créé des démembrements au sein des différentes régions, ce qui pouvait être considéré comme louable comme système. Tout à fait, oui. Simplement, la composition de cet organe ne peut pas inspirer la confiance. Pourquoi? Parce que si la société civile et les différents partis politiques ne sont pas associés à la prise de décisions concertées concernant notamment la question de la gestion du fichier électoral, ce sera extrêmement difficile. Et comme vous le savez, dans nos pays, et notamment au Cameroun, lorsqu'on nomme une personne qui plus est issue du système gouvernant et du parti au pouvoir, il serait extrêmement difficile pour cette personne-là, y compris humainement, de considérer qu'il n'est pas redevable, n'est-ce pas, de ce pouvoir en place qu'il a installé, d'autant plus que il y a un épée de Damoclès qui pèse sur sa tête, c'est le fait qu'il soit dégagé, entre guillemets, à tout moment. Vous avez donc ce fameux DG-là qui prend un certain nombre de décisions, qui n'est pas indépendant et qui ne peut pas garantir l'impartialité de l'organisation du processus électoral. Alors, il y a beaucoup d'autres développements. Hein. J'invite vos auditeurs à lire les références que j'ai indiquées tout à l'heure pour mieux les cerner. Je vais plus insister sur la question des juges, n'est-ce pas, du Conseil constitutionnel du Cameroun. Alors, vous savez que le juge est un fonctionnaire de l'État camerounais.
Bien sûr. Quand bien même il est magistrat. Vous savez aussi que la carrière d'un juge ne dépend pas d'un quelconque pouvoir judiciaire, mais de l'autorité administrative, voire politique, qui le désigne. Or, que dit Eisenman? Eisenman, c'est un éminent juriste publiciste français. Il dit que l'indépendance du juge est un moyen d'atteindre son impartialité. Dans le cadre de l'ECAM, on peut se poser la question de savoir est-ce que les juges, les 11 juges, Dans le cadre du Conseil constitutionnel, dans le cadre du Conseil constitutionnel, est-ce que les 11 juges qui sont désignés remplissent les garanties d'indépendance et d'impartialité? Alors, à cette question, il faut répondre par la négative. Pourquoi? Premièrement, c'est le président de la République qui a le droit de nommer les magistrats, y compris ceux qui vont officier au Conseil constitutionnel. Premièrement. Deuxièmement, c'est le même président de la République qui a le droit de révoquer l'ensemble des membres du corps judiciaire, y compris les magistrats. Troisièmement, c'est le président de la République qui préside le Conseil supérieur de la magistrature, et c'est à l'intérieur de ce conseil que l'on nomme les magistrats, que l'on les affecte, que l'on leur restitue leur grade. En tout état de cause, c'est au sein de ce conseil que se prennent les décisions. Et le président de la République, il est secondé par qui? Il est secondé par une autorité politique, qui est le ministre de la Justice. Or, le ministre de la Justice au Cameroun, c'est qui? C'est M. Laurent Isso. M. Laurent Isso, c'est qui? Eh bien, c'est un cadre important du RDPC, le président de la République étant le président du RDPC. Je voudrais rajouter une chose très importante, c'est que le président de la République a le pouvoir de muter les magistrats. Il a le pouvoir de leur accorder des promotions. Il a le pouvoir, je vais en finir là-dessus, de décider de leur détachement. Donc, vous comprendrez pourquoi cela crée une forme de mythe d'obéissance. Bien sûr. De telle sorte que ces personnes-là sont difficilement en capacité de gagner leur indépendance. Et je voudrais revenir également sur le fait majoritaire. N'oublions pas que le parti au pouvoir, le RDPC, dispose de la totalité des leviers au Cameroun et que, notamment sur le plan de l'exécutif, les ministres du gouvernement, en tout cas ceux qui tournent autour des élections, c'est les ministres du RDPC. Le président de l'Assemblée nationale qui a le droit de nommer une partie des membres du Conseil constitutionnel, on l'a vu à la télévision, il ne se cache pas pour faire allégeance au président de la République. Le président du Sénat, qui fait partie aussi de ceux qui ont pour vocation de nommer les membres du Conseil constitutionnel, il est cadre du RDPC. C'est ce que j'appelle, un, le fait majoritaire, et deux, n'est-ce pas, la notion d'allégeance politique, voire économique. Donc, on le voit bien, contrairement aux pays comme le Ghana, le Bénin, ou encore d'autres pays pas très très loin de nous, contrairement à ces pays qui considèrent que l'organe en charge de l'élection et les juges ont une forme d'indépendance, au Cameroun, ce n'est pas encore le cas, de telle sorte que la composition de ces organes reflète en elle-même une forme d'auto-impartialité, empêchant, n'est-ce pas, les élections sincères qui puissent être acceptées par les populations. Merci beaucoup. C'était vraiment très complet. Pour faire juste une petite synthèse, en gros, on a une situation dans laquelle il y a un candidat à une élection qui défait, qui a le pouvoir de faire et de défaire dans toutes circonstances, en toute discrétion, les derniers arbitres du jeu. Donc, on comprend très bien que, effectivement, comme vous disiez, eh bien, les arbitres ne sont tout simplement pas en capacité d'être impartiaux. C'est à peu près clair. Et évident, d'ailleurs. Alors, Narcisse, peut-être quelque chose à rajouter sur ce sujet-là? Oui, juste pour dire que tu vois très bien que après l'argumentaire brillant de Maître Megam, on constate bien évidemment que même si
on veut se détacher de la volonté politique, il reste clair que ce problème ne peut être résolu qu'avec une véritable volonté politique. Et c'est pour cela que nous invitons ceux qui sont au pouvoir à prendre conscience que des élections qui se déroulent dans des conditions de parfaite transparence apporte à chaque fois à un pays une nouvelle dynamique. C'est-à-dire, quand vous sortez d'une élection, toute œuvre humaine est imparfaite. Donc, on ne dit pas qu'au sorti d'une élection, il n'y aura pas de fraude. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de limiter au maximum les fraudes pour que les élections ne soient pas entachées. C'est-à-dire, de ce soupçon d'illégitimité permanent qui pèse sur ceux qui mettent en place un mécanisme qui leur permette de gagner ou en tout cas de tricher pour se maintenir au pouvoir. Donc, qu'est-ce que je pense profondément que si le pouvoir en place pensait un tant soit peu à toutes les populations du Cameroun, au peuple camerounais, au Cameroun tout entier, il prendrait au moins des mesures pour qu'ensemble, ils s'asseyent autour de la table pour discuter des dysfonctionnements que nous constatons tous ensemble dans le système électoral, que ce soit déjà au départ dans la Constitution, parce qu'il faut quand même noter que déjà dans la Constitution elle-même, il y a quand même déjà des choses qu'il faut améliorer, notamment l'âge pour être électeur, c'est-à-dire aujourd'hui c'est 20 ans, pourtant on est pénalement responsable à 18 ans. Nous pensons qu'on peut déjà permettre aux jeunes de 18 ans de pouvoir être électeurs. Deuxième chose, c'est quand même dans la Constitution, c'est quand même l'élection des sénateurs. Avant que les sénateurs soient élus, le président de la République a lui déjà 30 sénateurs dans la poche qu'il va nommer. Donc, vous voyez très bien que ça devient quand même, le Sénat, quand même, c'est une institution qui n'est pas des moindres dans notre pays. Quand on sait quand même que les sénateurs veillent à ce que les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale soient constitutionnelles, c'est-à-dire soient en phase avec la Constitution. Quand vous voyez donc des sénateurs qui sont nommés par le président de la République, ces 30 sénateurs-là, ça fait quand même 30% du collège des sénateurs qui élisent à leur tour le président du Sénat. Quand vous voyez qu'il y a 30 personnes qui sont nommées par le président de la République, à qui pensez-vous que ces 30 personnes-là doivent rendre des comptes? Ou vous pensez sincèrement qu'ils vont travailler pour le peuple camerounais? Moi, c'est pourquoi je reste persuadé que la question de la résolution, la question de la discussion d'une réforme du code électoral consensuel dans notre pays est d'abord politique avant d'être technique. Parce que je crois que sur le plan technique, nous avons suffisamment, c'est-à-dire tous les partis politiques de tous bords ont déjà apporté au moins chacun une solution technique pour améliorer le système électoral. Mais c'est la volonté politique qui empêche que ces solutions-là soient implémentées. Très bien, merci. Pardon, excusez-moi. Alors, on vient d'avoir deux prises de parole qui ont, j'ai envie de dire, démontré à suffisance, comme beaucoup doivent déjà le savoir, que on a un arbitre du jeu électoral qui n'est certainement pas impartial et qu'à partir de là, l'élection ne peut pas être libre, transparente et crédible. Alors, pour entamer le troisième sujet, enfin le troisième sous-sujet de notre sujet global du jour, j'ai essayé de choisir un point dont on a déjà beaucoup parlé, c'est celui du bulletin de vote unique. Alors, sur un plateau d'Equinox, il y a pas si longtemps que ça, il y a une dame, je crois professeure d'université, rien que ça, qui, sur cette question, déclarait avec une once de dédain d'ailleurs, que le fait de garder cette multitude de votes, de bulletins de vote, eh bien, ça permettait à ceux qui ne savent pas lire de pouvoir voter plus facilement. C'était son argument. Alors que, en face, on a des arguments qui tendent à dire que, effectivement,
c'est le fait d'avoir cette multiplicité de bulletins de vote qui favorise le bourrage des urnes. D'autant plus que, effectivement, d'ailleurs, on le verra sur le quatrième et dernier point, c'est le fait que dans notre système électoral, une fois que le vote est passé, c'est-à-dire quand 18h a sonné et que le vote est arrêté, pendant 15 jours, c'est le flou total. On ne sait pas ce que les urnes deviennent, on ne sait pas ce qui se passe, et puis au bout de 15 jours, on a un résultat qui tombe du ciel. Bon, bref, on reviendra dessus sur le quatrième point. Alors, je reprends peut-être Maître Megam de Respondere Advocatus. J'ai oublié de le préciser, même si c'est marqué à l'écran. C'est une bonne chose de le dire de vive voix. Alors, sur le bulletin de vote unique, est-ce qu'il y aurait une contrainte juridique qui pourrait amener le gouvernement du Cameroun à céder sur ce point-là? Ou du moins le système électoral contrôlé par le gouvernement, effectivement. D'ailleurs, ou alors commençons peut-être par expliquer pourquoi est-ce que on serait plus crédible avec un bulletin unique. Ben, écoutez, je pense que effectivement, si on a un bulletin de vote unique, il est probable que même si la question de la fraude électorale ne serait pas réglée en totalité, du moins, ce serait beaucoup plus simple d'organiser la vérification de la réalité des résultats des urnes. Et c'est pour ça que j'ai posé d'entrée la question du fichier électoral informatisé avec le cas de l'INSEE, parce que le bulletin de vote unique est un bulletin de vote qui existe, qui n'est pas possible de modifier. Et donc, dès lors que ce bulletin-là n'est pas possible qu'il n'est pas possible de le modifier dans la pratique, il est évident que c'est ce bulletin-là que vous allez toujours l'utiliser de telle sorte que modifier serait extrêmement compliqué. Alors, la question peut se poser, vous l'avez indiqué, comment est-ce qu'on peut contraindre le pouvoir à, n'est-ce pas, accepter cette possibilité-là comme un moyen de reconnaître la transparence électorale, en tout cas la fiabilité d'une élection? Je pense qu'il s'agit d'une question éminemment politique. Parce que d'où nous viennent les lois de notre pays? Ces lois nous viennent de l'Assemblée nationale. Et ces lois qui sont, n'est-ce pas, à l'initiative du gouvernement, ce sont pour la plupart des cas des propositions de loi du gouvernement. Ces lois sont votées à l'unanimité par les membres du RDPC qui disposent donc de l'écrasante majorité. Il est évident que dans la mesure où ces députés-là ne sont pas tous issus de l'élection populaire, puisque le système de fraude permet de valider des élections de candidats qui n'ont pas obtenu la majorité des voix, il est évident qu'il n'y aurait pas un moyen légal en tant que tel de le faire. En revanche, j'estime que le peuple camerounais a le droit souverain de choisir ses dirigeants. La question politique, elle est simple. Au moment où on organise l'élection, comment le peuple peut contraindre, n'est-ce pas, les tenants du pouvoir à instituer des choses de façon juste et équitable? Si les tenants du pouvoir aujourd'hui, à savoir le pouvoir RDPC, ne choisit pas, à travers ses organes administratifs, d'associer les autres forces politiques au consensus électoral, il est évident qu'il appartient à toutes les forces d'opposition de prendre leurs responsabilités. Je rappelle qu'avant qu'il n'y ait, n'est-ce pas, les lois électorales de ces dernières années, avant 90, le système était un système parfaitement autoritaire. Il a fallu qu'il y ait à la faveur des vents de l'Est de nombreuses manifestations au Cameroun pour réclamer le droit du peuple de participer aux élections, afin que le système connaisse une forme d'ouverture. Et vous vous souvenez du contentieux électoral qui est né après l'élection de 1992, où beaucoup d'observateurs internationaux
et les partis politiques d'opposition avaient considéré qu'à la suite des résultats des urnes, c'est M. Foundi qui avait gagné l'élection présidentielle. Je rappelle également qu'à cette époque-là, M. Foundi avait fait confirmer ces élections gagnées par un certain nombre d'instances au plan national et international, au point où Madame l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun à l'époque était intervenue pour corroborer cette victoire de l'opposition. Simplement, M. Foundi avait estimé à l'époque qu'il fallait préserver la paix sociale et il n'a pas, n'est-ce pas, souhaité que l'aile dure de son parti puisse prendre le pouvoir par la force. Mais à un moment donné, je pense que la question va se poser de savoir, dans la mesure où aujourd'hui le peuple souffre et qu'il est en difficulté, à un moment donné, est-ce qu'il ne va pas falloir qu'il sorte de sa réserve pour exprimer sa volonté? Dans la mesure où sa volonté dans les urnes n'est pas respectée, ne serait-il pas temps, c'est une question qui est posée aux partis politiques, ne serait-il pas temps de réfléchir à ce que le peuple souverain décide, n'est-ce pas, de trouver les voies les plus légitimes pour pouvoir, n'est-ce pas, modifier en termes d'alternance le pouvoir au Cameroun. Parce qu'il est évident que si ceux qui sont les tenants du pouvoir, et notamment l'aile dure du parti au pouvoir, continuent à considérer que eux, ils sont les seuls légitimes, de telle sorte qu'il n'y a pas d'alternance possible au Cameroun, il est évident que lors de l'élection présidentielle et lors des différentes autres échéances électorales au Cameroun, les choses n'évolueront pas. Donc, je n'ai pas de solution précise par rapport à ça, mais je dis que lorsque le peuple est menacé, il a le droit souverain de revendiquer sa victoire, et vous l'avez vu notamment au Burkina Faso, où le président de la République n'a pas respecté, n'est-ce pas, les volontés du peuple, de telle sorte que ce peuple-là, à un moment donné, est sorti pour demander au président de la République qui n'était plus légitime de partir. Très bien. Alors, vous posez, Maître Megam, vous posez véritablement le problème, j'ai envie de dire, de la société camerounaise. Parce que on se rend bien compte que dans tous nos échanges, dans tous nos arguments, toutes nos argumentations, c'est un peu comme le chat qui se mordait la queue. C'est-à-dire que on sait qu'il y a des solutions techniques qui existent, on les a déjà proposées, d'autres personnes les ont proposées, mais on bute toujours au même point, qui est celui d'arriver à imposer politiquement l'inversion de la courbe au régime en place. Donc, à un moment donné, on arrive à la conclusion qu'il va falloir créer, à un moment ou à un autre, que ce soit d'un parti politique, que ce soit d'une coalition de partis politiques, que ce soit d'une réaction du peuple souverain, que ce soit d'une organisation multilatérale de la société entre partis politiques et société civile, pour créer un rapport de force qui va contraindre le régime à un moment donné à s'asseoir à cette table de concertation pour que finalement le jeu démocratique devienne plus sain et plus équitable. Et ça me permet d'embrayer directement sur le quatrième et dernier volet de notre débat du jour, le système de comptage. Je le disais tantôt, il y a cette réalité qui caractérise typiquement notre pays, à savoir que nous avons 25 millions d'habitants, un fichier électoral d'à peu près 6 millions de votants. Grosso modo, on a un taux de participation qui est aux alentours de 50%. Donc, en gros, on n'a pas plus de 3 millions de votants pour la meilleure des élections. Mais on réussit à chaque fois l'exploit de finir de voter et puis pendant 15 jours, il n'y a plus rien. Personne ne sait plus rien, personne ne sait où vont les urnes, personne ne sait comment ça se compte, personne ne sait comment le décompte se fait.
Et puis, au bout du compte, la Commission nationale de comptage, je ne sais pas si c'est le nom exact, transmet des résultats définitifs que la Cour constitutionnelle n'a plus qu'à proclamer. Bon, il y a le contentieux électoral, évidemment, mais les résultats sont déjà là. Alors, j'ai envie de dire, pourquoi est-ce qu'au Cameroun, on n'en arrive pas à avoir des situations comme au Sénégal ou comme partout, où les journalistes sont capables, en live, donc en direct, de diffuser sur Facebook, à la radio, à la télévision, voilà, tel bureau de vote à Deido, on a tel gagnant, tel perdant. Pourquoi est-ce que finalement, là, je m'adresse aux juristes, est-ce qu'il y a une loi qui l'interdit véritablement? D'autant plus que le code électoral dit bien que les résultats sont publics. Écoutez, pour répondre à votre question, il faut partir d'abord de plusieurs hypothèses. Alors, on a évoqué à la base la question du fichier qui était une question hautement sensible. Là, vous évoquez le problème du système de comptage. Alors, effectivement, pour compter, il faut déjà que les gens aient voté. Et pour que les gens votent, il faut qu'ils aient eu la possibilité d'accéder au jeu électoral, à savoir le droit de vote. Donc, qu'ils aient pu disposer d'une carte électorale et pas de plusieurs, par exemple, en vertu du principe « one man, one vote ». Pour répondre à votre question sur la présence des journalistes, ça pose la question de la transparence. Oui. Puisque dans le système démocratique, les institutions qui organisent l'élection, elles n'ont pas une quelconque crainte à ce qu'il y ait des personnes qui assistent au dépouillement et qui puissent rendre compte des résultats sortis des urnes. Au contraire, c'est quelque chose qui est plutôt la traduction de la bonne santé d'une démocratie. Or, Monsieur Ngo, qu'est-ce qu'un journaliste? Un journaliste, c'est une personne qui a en capacité, 1, de rendre compte, 2, de faire une analyse de son compte rendu. Ça veut dire quoi? Aux yeux du pouvoir, la présence du journaliste serait comme une forme d'épine sous le pied de son système. Pourquoi je dis ça? Parce que si je prends le cas de Douala 5e, si vous êtes présent, n'est-ce pas, à Douala 5e dans la zone Bassa par exemple, et que vous réussissez à parcourir, n'est-ce pas, 2 ou 3 endroits où les lieux, où les votes sont établis, et que vous avez les résultats qui sont issus des urnes parce que vous avez confronté les PV qui ont été signés, le fait de le dire aux yeux du peuple, alors que pour nous, c'est quelque chose de normal, aux yeux du pouvoir et de ceux qui souhaitent conserver le pouvoir, cela apparaîtra comme quelque chose d'extrêmement dangereux dans le sens où il leur serait impossible de proclamer un résultat différent. Ça, c'est la première analyse que je voudrais faire du système. Deuxièmement, vous avez aussi la question, n'est-ce pas, des juges, notamment du Conseil constitutionnel, on l'a évoqué tout à l'heure. Lorsqu'on vous dit qu'il y a une difficulté au niveau de la comptabilité des voix, qui est juge de cette difficulté? C'est bien le Conseil constitutionnel. Ça veut dire que si je suis candidat à une élection, par exemple à l'élection présidentielle, et que je démontre que le décompte qui a été fait et les résultats qu'on m'a transmis ne correspondent pas, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre une décision parce que je suis juge et arbitre de l'élection. Ça veut dire que si c'est un endroit précis dans le canton de Deido, ou alors en Dan, à Bamenju, ou alors à Fondjomonkwet, ou encore en Gomza, eh bien, je vais animer partiellement l'élection et demander le recomptage des votes. Et si l'irrégularité est suffisamment importante sur le plan national, et si c'est une échéance à caractère national, il est évident que cela aura comme conséquence l'annulation
de l'intégralité de l'élection. C'est la raison pour laquelle, vous avez compris, lors des dernières échéances présidentielles au Cameroun, le MRC a insisté sur la question du recomptage des voix. Or, le droit au recomptage des voix est un droit qui est prévu par la loi électorale. Simplement, le juge camerounais, comme il ne remplit pas les garanties d'indépendance ni d'impartialité par rapport aux explications que j'ai données tout à l'heure, il ne peut pas, lui, en dépit de tous les arguments que vous allez porter au contentieux, prendre une décision différenciée de celles qui lui sont prescrites par le parti au pouvoir. Ça, c'est une grille d'analyse qui est parfaitement vérifiable. Et je voudrais dire aussi qu'il y a une question très importante et qui participe du clair-obscur par rapport au processus électoral au Cameroun. C'est la question, n'est-ce pas, au-delà de la compétence du juge et de sa capacité à prendre en compte son droit à la liberté pour proclamer des résultats selon sa propre conviction et en fonction des éléments qui lui sont produits. Il y a la question au-delà donc de la sincérité des votes, la question de la loi. Lorsque vous lisez la loi camerounaise qui organise les élections et que vous la confrontez à ce qui est constitution, par exemple, si vous prenez en même temps la jurisprudence, c'est-à-dire l'ensemble des décisions qui ont été prises par le Conseil constitutionnel, vous vous rendez compte que, en fait, vous n'y comprenez pas grand-chose. Comment pouvez-vous comprendre qu'une décision qui est prise, par exemple, par le juge électoral au niveau d'une région A n'est pas la même décision qui est prise au niveau d'une région B? Cela ne contribue nullement à la sincérité du vote ni à la sincérité des élections. Vous avez aussi entendu parler du débat sur les différentes candidatures, me semble-t-il, lors des élections législatives, notamment avec un ponte du RDPC dont on avait découvert. Hein? Il avait été naturalisé français. Il avait été naturalisé français alors que l'information était sûre, puisqu'elle avait déjà été indiquée aux différentes juridictions, mais il a fallu que ce soit au sein du parti que la question soit résolue, alors même que les lois sont claires sur les candidatures aux élections, il faut être de nationalité camerounaise. Donc, vous le voyez, si en plus de tout ce que je viens de décrire, le juge ne peut pas s'auto-saisir, parce que ce que je dois vous dire, c'est que malgré tout, quand bien même les candidats n'ont pas la possibilité d'accéder de façon simple au juge, si le juge, ayant lui-même constaté un certain nombre d'irrégularités à travers les procès-verbaux, autant pour moi, non signés notamment, il a le droit de s'auto-saisir et de dire, dans la mesure où les procès-verbaux qui sont à ma disposition ne disposent pas d'une signature des différents représentants au sein des bureaux de vote, il est évident que cela pose problème. Et dans ce cas, dans les pays dits démocratiques où le juge regorge d'un certain pouvoir d'indépendance et d'impartialité, il va s'auto-saisir dans le sens où il dira, compte tenu de l'irrégularité issue des documents que j'ai à ma disposition, je prends la décision de ne pas proclamer l'élection, mais plutôt d'y voir plus clair, notamment dans le cadre d'une décision en termes d'annulation. Et je voudrais le dire, parce que ce n'est pas suffisamment indiqué. Je le rappelle encore une fois de plus, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Constitution camerounaise, le Pacte international sur les droits civils et politiques consacrent le droit de chaque individu, le droit de chaque peuple à choisir ses dirigeants. Et donc, si une partie du peuple ou l'ensemble du peuple n'a pas la possibilité, parce que le système est verrouillé, eh bien, il lui appartient de prendre toute décision qui convienne à son avenir. Ouais.
Donc, vous voulez dire par là que le peuple, avec cette question du système électoral, se voit privé d'un de ses droits les plus fondamentaux et que c'est le prétexte fondé sur le plan juridique, sur le plan du droit international, pour effectivement réclamer même la démission d'un président de la République. Absolument, monsieur Ngo. Je vais vous dire une chose très claire. Mais les acteurs politiques au Cameroun, qu'est-ce qu'ils réclament? Ils réclament que le processus électoral soit organisé de manière consensuelle. Il n'y a pas 36 000 solutions. Lorsqu'on organise une élection, il y a deux façons. Il y a une façon autoritaire et il y a une façon consensuelle. L'option autoritaire du régime est basée sur une fausse idée. C'est cette idée que le peuple camerounais serait zombifié, et je reprends là une expression qui circule sur les réseaux sociaux. C'est parfaitement inexact. Moi, je n'adhère pas à cette thèse. Je vous dis pourquoi. Le peuple n'est pas zombifié. En réalité, après la colonisation, après que le Cameroun ait été l'objet d'un mandat brutal par la France et par l'Angleterre, il y a eu une guerre sur une bonne partie du Cameroun. Et cette guerre qui a laissé des traces, a laissé un certain nombre de traumatismes au sein de populations camerounaises. Et donc les gens qui ont vécu la guerre, et qui ont vécu dans d'autres pays notamment, ils se disent, peut-être qu'il faut pousser le dialogue jusqu'au bout. Et c'est la raison pour laquelle j'apprécie la responsabilité des leaders politiques camerounais. Parce que qu'est-ce qu'ils disent sur les plateaux? Ils réclament le départ du président de la République, mais en aucun cas, par exemple, ils vont marcher pour aller à Etoudi dire qu'ils vont prendre le pouvoir, parce que c'est ce que les Burkinabés ont fait. Et aujourd'hui, le président burkinabé, il n'est pas là. Ils ont décidé que sur les plateaux de télévision, ils ont proclamé que ce soit le MRC, le parti de Cabral Libye, le SDF et d'autres partis, ils disent qu'ils souhaitent le changement par les urnes. Alors, si, en sollicitant la possibilité de participer à la construction du processus électoral, notamment à travers la désignation des représentants au niveau des différentes commissions qui organisent et traitent la question du fichier électoral, si cela ne leur est pas accordé, il est évident qu'il pèsera toujours un doute sur la proclamation des résultats présidentiels et il sera difficile pour le peuple de continuer à accepter qu'il est dirigé depuis 38 ans par un certain nombre de personnes qui n'ont pour seule ambition que de conserver le pouvoir. Donc la voie de l'autoritarisme est une voie sans issue, alors que la voie du dialogue, la voie de la concertation, vous avez vu par exemple en Côte d'Ivoire, moi je suis un pourfendeur du pouvoir d'Alassane Ouattara, c'est quelqu'un que pour ma part, je ne considère d'ailleurs pas comme un démocrate, je ne le considère pas comme quelqu'un qui est légitime d'être président de la République de Côte d'Ivoire, mais vous avez vu quand même qu'en Côte d'Ivoire, il a tendu la main à l'opposition. Il a tendu la main à l'opposition et on l'a vu d'ailleurs main dans la main avec qui? Avec M. Bédier. M. Bédier, oui. Alors, donc, si les êtres politiques qui sont des responsables politiques sont dans l'incapacité de trouver des solutions consensuelles idoines pour que notre République sorte des différentes crises auxquelles elle est confrontée, eh bien, il me semble qu'elles ne seront que les seuls responsables qui vont assumer le risque de déflagration dans notre pays. Je le dis d'autant plus que ce peuple-là, il est constitué de quoi? Il est constitué d'intellectuels. Que ce soit au niveau intérieur ou extérieur du Cameroun, il y a des intellectuels, il y a des gens qui lisent, il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui sont dans la capacité d'analyser. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, les choses sont sensiblement calmes
que le pouvoir de Yaoundé va penser qu'en réalité, ils peuvent continuer à gérer les choses de façon autoritaire. Donc, moi, je voudrais dire tout simplement, et je vais m'arrêter là-dessus, que j'appelle les autorités de Yaoundé à prendre conscience que ce pays-là, il est le pays de tous les Camerounais. Que tous les Camerounais, quels qu'ils soient, dès lors qu'ils démontrent qu'ils ont le droit de participer à une élection en tant que candidat ou en tant qu'électeur, il faut leur donner cette opportunité. Cette opportunité-là permettrait d'ailleurs à M. Biya de sortir de la gestion de 38 ans catastrophique. Peut-être pas par la petite porte, peut-être pas par la grande porte, mais par une porte que l'histoire n'aura pas. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Mais pourquoi? Parce que les faucons du parti au pouvoir, pour une raison ou une autre, ont décidé de tenir d'une main de fer le pouvoir qu'ils détiennent depuis 38 ans. Et d'ailleurs, non seulement ils ont décidé de conserver ce pouvoir, mais ils ont décidé de mettre hors d'état de nuire toute personne qui viendrait contester ce pouvoir. Et permettez-moi, Monsieur Ngor, parce que je suis avocat au barreau de Lyon, mais aussi au barreau du Cameroun, ça ne vous a pas échappé. Non, non. Il y a une répression sévère des manifestations aujourd'hui. De première part, on va emprisonner des gens, on va emprisonner même des femmes qui manifestent nues pour réclamer leurs droits. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter des avocats qu'on va placer en garde à vue ou qu'on va placer en détention provisoire. Et vous pensez que les avocats, qui sont les remparts de la liberté des citoyens, lorsqu'ils sont emprisonnés, le peuple va juste regarder et laisser faire? D'ailleurs, il y a des signes qui ne trompent pas. Sur les 4 avocats qui ont été arrêtés, il y en a déjà 2 ou 3 qu'on a fait libérer parce qu'on s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une grossière erreur. Mais vrai pour les avocats, ceci devrait l'être également pour les citoyens de notre pays. Et vous vous souvenez d'une excellente émission que vous aviez organisée, notamment sur les droits aux manifestations, et où je vous démontrais que 80% des demandes de manifestation étaient rejetées par l'administration. Ça, il faut que les gens le sachent. C'est-à-dire que lorsque vous dites à l'administration centrale que vous venez déclarer une manifestation, elle oppose un refus catégorique. Et très souvent, les gens n'organisent pas de recours parce qu'ils savent que les juges qui sont dans le contexte que j'ai décrit ne pourront pas faire quoi que ce soit pour eux. Donc, je vais sortir avec cette petite phrase. Être homme, c'est être responsable. C'est sentir en posant sa pierre qu'on contribue à bâtir le monde. C'est ce que disait Antoine de Saint-Exupéry. Mais dans notre pays, en réalité, ce qui fait problème, c'est que c'est non pas point que le peuple soit zombifié, c'est que parmi nos intellectuels, il y en a certains qui préfèrent collaborer avec le pouvoir. Il y en a certains, n'est-ce pas, qui sont dans une situation où ils sont embastillés, où ils sont dans l'incapacité de prendre fait pour le peuple. Mais ces intellectuels-là, pour moi, ce ne sont pas des intellectuels. Oui. Parmi eux, par exemple, j'aurais beaucoup de difficultés à ne pas citer M. Mathias Eric Ounangini, qui, n'est-ce pas, fort d'un doctorat qu'il a obtenu à Bordeaux, vient quand même nous expliquer un certain nombre de choses, mais totalement incompréhensibles pour le démocrate qu'il aurait dû être. Voilà les quelques mots que je peux dire. Et qu'il a été, on n'a pas compris le revirement de situation de ce monsieur qui est absolument spectaculaire. Je ne peux pas non plus résister à la perche que vous me tendez, Maître Megam, au sujet de Mathias Ounangini, pour dire que il est le symbole de la prophétie que lui-même il avait faite dans un enregistrement audio de lui-même, quand il parlait du Cameroun, en disant que les intellectuels du Cameroun, soit ils sont réprimés dans le système,
soit ils sont réprimés en dehors du système. Et que, à un moment donné, même quand le pouvoir en place copte un intellectuel dans le système, c'est pour vider toute sa substance créative. Et j'ai envie de dire que ce monsieur est l'incarnation de ce que lui-même a décrit, que je viens de paraphraser. Alors, je pense que Narcisse brûle de prendre la parole. Il nous reste encore un bon quart d'heure. Tu as le temps de nous dire tout ce que tu penses. Alors, moi j'ai envie d'orienter pour toi cette dernière prise de parole et pour l'émission, je pense, puisqu'on arrive bientôt à la fin. Qu'est-ce qui... Bon, on a largement dit, Maître Megam a largement argumenté sur la question du système de comptage. Et je vais te relancer par rapport à une phrase qu'il a dite, s'agissant du rapprochement entre Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. Qu'est-ce qui manque au Cameroun pour que M. Paul Biya se décide à appeler les hommes politiques de ce pays, de l'opposition, pas ses amis du RDPC, mais de l'opposition, pour à un moment donné se dire que l'intérêt supérieur de la nation est au-dessus de tout. Notamment un parmi eux. Maurice Kamto, évidemment. Je crois que, merci, je crois que monsieur Biya est mieux placé que moi pour apporter la réponse aux Camerounais de savoir ce qui lui manque. Parce que un homme sensé du haut de ses presque 80 ans et 87, de ses presque 90 ans, pardon, 90 ans, oui, plutôt, oui. 90 ans, qui pour nous les Africains représente quand même du haut de son âge un symbole de sagesse. Nous pensons que il aurait pu, c'est-à-dire en cette fin de règne, il aurait pu avoir la sagesse ou du moins l'intelligence de rassembler tous les partis d'opposition au Cameroun pour au moins démontrer qu'il a peut-être voulu faire des choses correctement, mais qu'il n'en a peut-être pas eu les facultés intellectuelles suffisantes pour les faire. Et ça aurait été l'occasion pour lui de passer la main, de passer le flambeau aux autres partis d'opposition. Mais véritablement, de mon point de vue, en fonction de ce que j'observe, je pense que M. Biya, il a peur que de son vivant, les gens s'aperçoivent qu'il y avait d'autres qui pouvaient faire mieux que lui. Donc, ce que ce monsieur véritablement souhaite, c'est que l'alternance au sommet de l'État se fait quand il sera plus de ce monde. Je pense véritablement que lui, c'est ce qu'il a en tête. En plus de cela, il y a tout ce qui gravite autour de lui et qui pense déjà devenir calife à la place du calife. Donc, cela, parce que disons-nous quand même la vérité, nous avons vu monsieur Biya ici lors de sa dernière visite en France. Nous avons vu un monsieur chancelant, nous avons vu un monsieur complètement amoindri, nous avons vu un monsieur qui avait de la peine à marcher et nous pouvons être à mesure de nous poser légitimement la question de savoir si ce monsieur est encore en possession de toutes ses facultés intellectuelles et s'il a les capacités réelles de pouvoir imposer ses directives ou son point de vue à son entourage qui vraisemblablement l'a pris en otage, puisqu'on voit depuis un certain temps que c'est le secrétaire général de la présidente de la République qui en réalité dirige le Cameroun. Est-ce que aujourd'hui on peut espérer un symbole façon comme en Côte d'Ivoire? Je pense véritablement que non. Venant de ce monsieur, on l'a vu en 90, il a eu l'opportunité en 90, quand il a fallu, après les discussions pour la tripartite, lors de la tripartite, il n'a même pas eu, monsieur Biya n'a même pas eu la décence de diriger les travaux de cette tripartite-là. Il a confié ce rôle-là à son premier ministre. Et dans leur stratégie, ils ont une fois de plus
duper à la fois l'opposition de l'époque et duper tout le peuple camerounais. Et nous sommes en 2020. Nous sommes en 2020. Bien, après avoir escroqué ou volé une élection, il faut toujours quand même le rappeler que s'il s'entête à être le président de la République, il n'en demeure pas moins qu'il est un président illégitime. Le peuple camerounais a choisi qui nous savons tous, c'est-à-dire M. Maurice Kamto lors des dernières consultations électorales pour les fonctions de président de la République. Donc, fort de ce constat, parce qu'il faut dire que Biya est quand même le patron de l'administration camerounaise. Ça veut dire qu'il connaît tout ce qui s'est passé. Il sait très bien que le peuple camerounais ne lui a pas apporté sa confiance. Et peut-être il est dans une logique de punition. Peut-être M. Biya est en train de nous punir avant finalement de quitter cette terre. Peut-être il est en train de nous punir de ne l'avoir pas choisi lors des dernières élections présidentielles. Mais ce que les Camerounais doivent comprendre, ce que les Camerounais doivent savoir, c'est que les partis d'opposition, les partis politiques ont une certaine obligation vis-à-vis des lois de la République. Donc, le seul souverain capable à un certain moment de renverser la table, comme on dit de façon triviale, de renverser la table et s'offrir un autre destin, c'est le peuple qui, lui, demeure souverain et peut choisir en toute circonstance et à tout moment la façon par laquelle il entend désormais se libérer pour pouvoir participer de façon transparente, claire au jeu démocratique et pouvoir choisir en toute responsabilité les dirigeants qui vont conduire le destin pour les futures années. Mais nous constatons, je ne voudrais pas vraiment aller dans c'est-à-dire dans un débat sur les personnes, mais j'ai quand même envie de revenir sur Mathias Onangini que Maître Megan a évoqué et que tu as évoqué en parlant de sa prophétie. Ça caractérise l'intellectuel camerounais dans son grand ensemble, mais on a encore quand même des intellectuels comme Maître Megan qui sont là, qui ont encore suffisamment de l'utilité pour éclairer le peuple camerounais. Des Mathias Onangini, nous en avons connu avant, nous en connaîtrons maintenant et nous en connaîtrons dans le futur. C'est malheureusement des gens qui sont happés comme ça dans un système qui broie ceux qui essaient de résister, mais qui n'ont pas la conviction profonde. Parce que résister n'est pas juste un acte qu'on pose comme ça, par pur plaisir, par pur amusement. Pour résister, il faut déjà avoir beaucoup de conviction. Être prêt à dire qu'on est capable, malgré tous les titres honorifiques, tous les titres qu'on peut posséder, qu'on est capable de vivre vraiment dans l'indigence même, dans l'indigence. Un intellectuel doit être capable d'accepter de vivre dans l'indigence, mais assumer sa fonction d'intellectuel, c'est-à-dire éclairer la majorité silencieuse. C'est ça le rôle de l'intellectuel, en fait, dans une société. Mais nos intellectuels camerounais, en général, veulent se remplir les poches, il faut le dire. La plupart, en tout cas, ceux qui fréquentent souvent Mathias Ouangini, leur objectif, c'est souvent de se remplir les poches. Je voudrais aussi, excuse-moi, parce que je n'ai pas pu intervenir sur cette question, la question du bulletin unique. C'est important de souligner parce que quand tu as repris cette femme qui disait oh, ils ne veulent pas du bulletin unique parce que des personnes qui n'ont pas été à l'école ne pourraient pas très bien s'en sortir là-dessus. Mais je me pose quand même une question. Comment ces personnes qui n'ont pas été à l'école font pour choisir leurs électeurs avec des bulletins multiples? Ils parviennent quand même à s'en sortir, à choisir. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a une photo. Quand on ne sait pas lire, on sait reconnaître quand même la photo du candidat qu'on veut choisir. Donc, c'est pour dire que c'est un argument qui ne tient pas la route et qui démontre simplement que ces gens-là sont en train de refuser une solution qui peut apporter au moins de la transparence dans le jeu démocratique dans notre pays. Et pour terminer, s'il te plaît, mon cher Olivier, pour terminer, c'est important de le dire, parce que les élections, en fait, au niveau des commissions locales, il y a une loi, je ne connais pas très bien quel article dit que en cas de contentieux électoral, seul le bulletin de Elekam fait foi. Oui. Seul le bulletin de Elekam fait foi. C'est l'idée que j'aurais pu prendre, effectivement, oui. Voilà. Mais seul le bulletin de Elekam fait foi. Moi, j'ai été scrutateur lors des dernières élections présidentielles.
le procès verbal, quand vous arrivez à l'issue du scrutin, après le dépouillement et après avoir fait le comptage au niveau du bureau de vote, vous avez trois procès-verbaux à remplir. C'est 3 procès-verbaux qui sont complètement différents. C'est 3 feuilles, en fait. Ça veut dire que vous avez une feuille qu'on remet à chaque parti politique. Après, il y a 3 autres feuilles qui vont au niveau de la commission départementale de vote. Voilà. Il y a ce procès-verbal-là qui va au niveau de la commission départementale. Lorsque ce bulletin arrive au niveau de la commission départementale, entre le bureau de vote et la commission, il peut se passer beaucoup de choses sur ce procès-verbal. Ils peuvent le modifier comme ils veulent. Si vous contestez, vous présentez votre procès-verbal à la commission départementale, c'est le bulletin de Elekam, même avec des ratures qui fait foi. C'est pour ça que nous proposons au sein du MRC que nous voulons des bulletins avec des feuillets détachables. Ça veut dire, on veut des bulletins avec des feuillets détachables. On écrit sur une seule feuille avec qui recopie sur d'autres feuilles. En tout cas, je ne vous l'apprends pas. Chacun va avec son volet. Et en cas de, nous on pense aussi qu'en cas de contentieux électoral, le procès verbal de celui en tout cas qui a porté la feuille au niveau du contentieux doit pouvoir être pris en compte. On ne doit plus se contenter uniquement de celui de Elekam. Parce que nous avons tous assisté à ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. On ne va pas revenir dessus. Les Camerounais sont assez édifiés sur ça. Ils connaissent déjà comment la machine de tricherie se met en place au Cameroun pour toujours consacrer monsieur candidat. Pour que la période, parce que la période de proclamation des résultats est suffisamment longue que ça laisse le temps à la machine administrative de se mettre en place pour tricher. Nous pensons qu'au niveau des commissions départementales pour des élections législatives et municipales, les commissions départementales peuvent, en 3 jours, proclamer les résultats des élections. Et les commissions nationales peuvent, sous 15 jours, proclamer déjà, en tout cas, je ne sais pas si c'est proclamé ou en tout cas, annoncer les résultats des élections présidentielles. En ce qui concerne maintenant la présence des journalistes au sein des bureaux de vote, ça permet une chose. Ça permet quoi? Parce que ici, on est dans des sociétés où on a très bien vu comment ça se passe. À 18 h, à la clôture des bulletins de vote, on connaît déjà à peu près des tendances de vote. On connaît les tendances. Pourquoi? Parce que chaque parti, au niveau des bureaux de vote, envoie déjà des informations au niveau départemental. Parce que nous-mêmes, au MRC, lors des dernières élections, nous, on était complètement organisés. Il y avait dans chaque commission locale, après on avait des commissions communales et au-dessus on avait des commissions départementales. Donc au niveau des commissions communales, on était déjà capable de vous dire, nous avons déjà gagné dans telle commune en fonction du nombre de bureaux de vote. Et la commission départementale était déjà capable de vous dire, dans ce département, nous sommes en tête, ainsi de suite. C'est pourquoi, une fois que les journalistes sont présents, parce que fait un journaliste quand il est dans un bureau de vote? Il vient vers vous, il vous pose des questions et le cas échéant, il vous demande de lui prouver par le procès verbal que vous pouvez ou pas lui montrer. À partir de là, le journaliste il recoupe son information, il remonte à sa hiérarchie et ça leur donne une tendance. Je pense que quand nous n'avons rien à cacher, surtout lors d'une élection, et l'article 109, je crois que c'est l'article 109 qui permet que le dépouillement soit public. À partir du moment où le dépouillement est public, il y a véritablement rien à cacher. Mais tout se passe, il faut le savoir, tout se passe au niveau de la commission départementale des élections. La tricherie, c'est à ce niveau-là que ça se passe. Et je pense que nous devons tous ensemble réfléchir. Il ne faut pas attendre quelque chose du RDPC. Je pense que les partis d'opposition, en tout cas ceux qui veulent véritablement construire un Cameroun nouveau et démocratique, doivent pouvoir se mettre ensemble et arrêter une stratégie commune qu'ils présentent. En tout cas, quand je parle de stratégie commune, c'est une stratégie dans le cadre des élections. Je veux qu'on reste dans le thème. Oui. C'est une stratégie dans le cadre des élections, c'est-à-dire présenter des réformes, une réforme consensuelle. Si le gouvernement ne veut pas
ne veut pas comment accepter cette proposition-là, mais qu'il la présente au peuple. À un moment, il faut qu'il présente cette proposition de solution-là au peuple et que le peuple s'empare donc de ce document-là et en fait sa propriété. Et le cas échéant, prenne ses responsabilités et puis impose cela au régime qui nous dirige maintenant de façon illégitime, depuis 2 ans de façon illégitime. Voilà, il faut aussi de temps en temps profiter des antennes comme ça pour appeler cela au peuple, que ces gens-là, ils sont là, certes, mais nous ne les avons pas choisis. Très bien. C'est une excellente chute. En tout cas, nous sommes arrivés au bout de notre échange du jour qui a été dense. On n'a pas eu de point mort. Et vraiment, je vous remercie à tous les deux d'avoir participé, d'avoir été aussi exhaustif dans vos explications. En tout cas, vraiment merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir pu édifier tous ceux qui nous ont écoutés en direct et tous ceux qui nous écouteront en différé. Merci également à tous ceux qui nous ont écoutés en direct et qui nous écouteront en différé. Et merci à Armel, Jeanne et toute l'équipe derrière qui a préparé le sujet dont nous avons parlé aujourd'hui. Merci encore une fois. C'est moi qui vous remercie. Je voulais juste indiquer que, oui, terminer que il faut s'affranchir du désespoir parce que comme disaient les Espagnols, de la esperanza vive el hombre, c'est-à-dire que l'homme vit de l'espoir. Il faut donc s'affranchir du désespoir et savoir que les choses peuvent basculer à tout moment. Mais concernant le Cameroun, il y a à la fois un pessimisme et un espoir. Le pessimisme, c'est quoi? C'est que, en fait, nos autorités n'arrivent pas à résoudre le problème de la guerre dans le Nozo, et puis ils n'arrivent pas non plus à organiser un dialogue national inclusif. Donc tout cela participe de la construction du désespoir. Mais il y a aussi un espoir, parce qu'il y a un certain nombre de forces, qu'elles soient appelées de la résistance ou d'opposition, qui sont parfaitement là, qui sont présentes, et dont le pouvoir en place ne peut ignorer la puissance. Et pour ce qui concerne la diaspora aussi, elle est bien organisée. Et je rappelle qu'en tant que président de Respondere, nous sommes une organisation, n'est-ce pas, un réseau d'avocats qui a pour ambition d'agir et de lutter contre l'impunité, et notamment ceux qui sont en train de torturer les personnes au Cameroun, qu'elles sachent qu'à travers notre réseau, nous sommes en train d'identifier les responsables et on est en train de déposer des plaintes sur la base de ce qu'on appelle la compétence universelle pour poursuivre ces personnes si elles daignent se retrouver en France. Voilà ce que je voulais dire en termes d'espoir pour notre peuple. Très bien, merci beaucoup, Maître Mégam. Merci encore une fois et bonne soirée à tout le monde. Vive le Cameroun. Merci de nous avoir invités. Merci à toute l'équipe technique derrière aussi. Merci à toi, Olivier, pour cette invitation. Et c'est toujours un plaisir de répondre à ton invitation. Et c'est l'occasion pour moi d'adresser vraiment des pensées fraternelles à tous mes amis politiques et à tous les nombreux Camerounais qui sont toujours des détenus politiques du régime Biya. Nous n'allons pas baisser les bras tant que nous n'allons pas contribuer à leur libération dans les plus brefs délais. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, merci. Des vallées, des boulevards, au plateau de la Dambawa, des Bamboutos, Sodiva, majestueux, le char des dieux. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, le Néradine, le Seigneurie par les flots du Vouri. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manekoupa, sur les crêtes de Rebouba, marque ça qui nous caresse, Picoussi d'allégresse. Ces armatans qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Gloire à Mangabel, gloire à
Joa Afana Fosamba, lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Le Kousseri Abaturi de Bakassi à aussi, unis par le précieux ruban des noces de Fumba. Des enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance.